Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes dimanche 16 juin 2019. Encore une nouvelle opportunité pour vous faire mieux comprendre l'actualité. Et vous savez, l'actualité, c'est bien la commune de Kaourou, qui est le théâtre de violents affrontements entre population et forces de défense et de sécurité publique. Et donc, nous allons en parler tout au long de cette émission avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Mafourican. Bonjour. Bonjour Miad, bonjour à nos téléspectateurs. Voilà, vous êtes consultant médias et communication par ailleurs, vous êtes expert en gouvernance, expert électoral aussi. Je voudrais tout de même, avant qu'on ne puisse rentrer dans le vif du sujet que j'ai annoncé, à savoir les violences à Kaourou, hier, c'était les élections en ce qui concerne la désignation des 3 professionnels des médias devant siéger donc dans la 6e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ancien conseiller à la HAC, conseiller donc de la 3e mandature, Agapit Napoléon Mafourican, tout s'est bien passé. Maintenant, il y a des défis à relever par ces professionnels des médias qui sont élus. Merci Robien, de vous remercier à nos téléspectateurs et une bonne pensée pour nos forces de l'ordre et de la défense. Vous avez dit affrontement entre les populations et les forces. Non, il n'y a pas eu affrontement. Il n'y a pas eu affrontement. S'il y avait eu affrontement, la communauté internationale serait déjà en train de faire de ces choux gras des images sensationnelles qu'on aurait à dessein utilisées pour montrer comment les forces de l'ordre auraient blessé, tué des populations. Non, il n'y a pas eu affrontement. Il n'y a pas eu affrontement tout simplement par le désir du chef de l'État de ne pas en arriver là. Instruction ferme à la police qui a dû rester dans une position de passivité en essayant de préserver ce qui doit l'être. Vous avez écouté le ministre de l'Intérieur, vous avez écouté le porte-parole de la police. Vous avez dû comprendre que il n'y a pas, s'il devait y avoir affrontement, on n'aurait pas dû laisser les voyous, les badauds, les délinquants qui ont bloqué les voies et qui ont créé le désordre dans le pays. Donc, il n'y a pas affrontement. Il y a eu violence. Il y a eu violence. Donc, je veux que déjà, dès le départ, il n'y a pas eu affrontement. Il y a eu d'un côté des actes totalement inciviques, de désordre, d'anarchie et de perturbation de l'ordre public, et de l'autre, un comportement responsable. À la limite... le professionnalisme, tout simplement. Oui, enfin, franchement, qui mérite d'être souligné parce que comme le disent les juristes, ou on le dit par ailleurs, afin que nul n'en ignore. Ça mérite qu'on le souligne, afin que nul n'en ignore. Certainement, on va le souligner encore plus. On doit le souligner encore plus, parce que ce qui s'est passé est dramatique. C'est pas normal, ce n'est pas tolérable. Et le silence général est inquiétant. Une sorte de silence d'acquiescement. C'est grave. Ça nous renvoie aux années 40, 50, 60 dans ce pays. On va revenir. On y reviendra. Vous avez parlé des élections à la HAC, mais disons que, bon, tout est bien qui finit bien. Il y a eu un peu d'échauffourée. Je pense que de mémoire de journaliste, les élections dans les formes actuelles ont démarré avec c'est la 3e mandature de la HAC. Donc c'est nous qui étions aux affaires, comme on le dit à l'époque, président des journalistes, de l'Union des journalistes, un peu responsable de la mise en œuvre des différentes réformes issues des États généraux. C'est nous qui avons mis en place ce mode de désignation. Sinon, la 1re, la 2e mandature... Surtout la mise en place également des fêtières, oui, grâce à vous. Absolument. C'est ce que nous disions aux États généraux. On a décidé de faire toutes les réformes. On a voulu également, disons, conceptualiser, institutionnaliser, structurer le processus de désignation des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Sinon, la 1re et la 2e mandature étaient désignées tout simplement. On s'inscrivait sur une liste. Et puis le jour des élections, on se retrouve à l'ORTB, dans le grand garage de l'ORTB, et on fait l'élection. Tout simplement, presse écrite, radio-télévision. Et radio-télévision, puis technicien. Mais c'était plus facile. Absolument, et le nombre était maîtrisable. Mais puisqu'on a commencé par devenir nombreux, il fallait structurer. Donc on a mis en place la commission électorale autonome HAC, qui est restée encore dans sa forme. On a mis en place tous les dispositifs que vous avez, campagne électorale, tout ça là, que vous avez vu. Alors, donc, mais depuis lors, j'ai pu passer par là. Edouard Loko a pu passer, Marie Richard a pu passer. Et quand je donne les noms des professionnels de la presse écrite, on a pu parler donc de Kimba Bassegere, d'Agbonon, pendant la mandature de Loko. On a pu parler de Suleiman Achanti et de
Pour l'actuelle mandature. Et de Romaric Kassou. Pour l'actuelle mandature qui finit. Donc, nous tous, on a pris part à ce dispositif-là. Et cette année, à Oumenou, Oussou et Pochemé, ils vont nous représenter respectivement dans la catégorie des techniciens de l'audiovisuel, de journalistes de l'audiovisuel et des journalistes de la presse écrite. Félicitations à eux. Félicitations, courage à leur challenger, aux autres candidats qui n'ont pas démérité. Maintenant, on connaît les 3 représentants de la presse. Maintenant, place à la HAC 6e mandature. Place à la HAC 6e mandature. Avec des enjeux. Avec de grands enjeux. Je pense que le premier enjeu, c'est d'accompagner le gouvernement dans le processus d'amendement des statuts de la loi organique. Il faut amender la loi organique relative à la HAC. Elle est désuète, elle est dépassée, elle est vétuste. Elle n'est plus fonctionnelle. Je ne sais pas si tous ces mots désuets, vétustes, dépassés, veulent dire la même chose, mais honnêtement. C'est pour insister quand même sur justement, cette loi, elle n'impacte plus. Le mot de la régulation actuelle n'est plus normale. Elle ne répond à rien et elle n'impacte rien. Donc, il faut qu'on change ça. Il faut qu'on change ça. Comme je l'ai dit déjà lors du précédent numéro, il faut une réflexion et nous allons l'ouvrir. Nous, anciens conseillers à la HAC, nous, professionnels des médias d'un certain niveau d'ancienneté et surtout de pratique de l'organisation de la profession, on va ouvrir le débat sur... Et surtout vous qui avez quand même participé activement à l'organisation des États généraux parce que absolument. C'était des objectifs qui étaient poursuivis. Bien sûr, les premiers États généraux qui ont eu lieu du 18 au 24 novembre 2002, nous les avions organisés justement pour donner un nouveau visage à la presse. On a pu faire les fêtières. Elles font leur petit ballon de chemin avec leurs problèmes évidemment, mais elles existent. Et aujourd'hui, il faut que nous, même déjà, on avait déjà pensé à la HAC, on a mis l'un des chantiers, était la révision de la loi organique de la HAC. Ce chantier n'a pu être encore livré. Nous allons rouvrir le débat sur ce chantier dans le sens de renforcer l'autonomie de la HAC. Mais vous voyez, le chef de l'État, candidat alors, avait déjà porté ce projet. Et c'est ça qui nous réjouit. Il a porté ce projet qui a été matérialisé dans le projet de révision de la Constitution de 2007. Donc, de 2017. Donc, pour moi, il ne s'agit pas de défoncer une porte ouverte, il s'agit d'accompagner, de ramener le débat, mais d'aller un peu plus loin. Nous allons réfléchir sur la problématique même de la régulation des médias à l'heure de Web 2.0, Web 2.0. Les médias sociaux. Voilà, les médias sociaux, de l'Android, de cette convergence. Donc, ce n'est pas que les médias sociaux, c'est le transport des médias classiques maintenant dans votre poche. Tout à fait. C'est ça, c'est les médias en temps réel. C'est les médias en autant de langues que possible. C'est des images qui vous échappent. C'est des sons qui arrivent à tout moment. Regardez, on a clôturé la campagne pour les élections à la HAC. Mais ça continue. Mais sur les réseaux sociaux, ça continue. Donc, du coup, est-ce que c'est possible encore de le faire? Donc, qu'est-ce que peut être la mission de la HAC? Il faut réouvrir le débat. La HAC qui se trouve impuissante aujourd'hui a fait face à ces... En tout cas, elle n'a pas les moyens de le faire. Quelle que soit la bonne volonté. Donc, Franck Pochemé, Amaoussou et notre conseiller Cécile Aoumenou, ils auront du travail. Ils ont du travail, mais qu'est-ce qu'ils peuvent seuls si le processus n'est pas porté par tous? Donc, c'est pour ça qu'il faut retourner voir le gouvernement et supplier le chef de l'État, voir le ministre, donc évidemment à travers les couloirs hiérarchiques, pour que le débat se rouvre, que la loi organique de la HAC soit une loi révisée dans les plus brefs instants si possible, pour que cette institution ait les moyens de sa politique. En tout cas, moi je suis disponible à encourager la réflexion. C'est un sujet qui me passionne, parce que nous avons pris part, nous savons dans quelle situation, quelle difficulté était la nôtre. Et aujourd'hui, encore 15 ans après, il y en a encore de nouvelles. Donc, il est important que nous travaillions. Parce que quand tout le monde vous vend, la HAC ne fait rien, la HAC n'est pas indépendante, la HAC n'est pas ci, la HAC n'est pas ça. Mais ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce qui se passe de l'intérieur. Et il y a certains Parce qu'il y a un national juridique qui n'est pas... National est là. National est là, mais il est désuet. Il est dépassé. Et la configuration de l'équipe de la HAC ne répond plus vraiment à grand-chose. Ça ne répond à aucune logique. Le mandat ne répond à rien. Alors donc, c'est d'incohérence en incohérence. On ne sait pas à quoi la HAC sert réellement aujourd'hui.
Donc, elle essaye de faire cloper son travail avec les moyens de bord. Elle essaie d'exister. Elle essaye de se justifier. Donc, quand on s'en prend à tel ou à tel, ouais, le président de la qui est là, Adam Bonita, il a sa personnalité, il a son tempérament, il a sa manière de faire. Mais si au moment où il est arrivé, il a vu un dispositif cohérent, un personnel motivé en place, mais il aurait été dans le moule. Les autres conseillers. Donc, aujourd'hui, on va dire non, c'est le président seul qui fait ci, non, c'est un conseiller qui fait ça, non, c'est ci, c'est ça. Il y a eu des correspondances qui ont été mises sur la place publique. De notre temps, ça ne pourrait jamais être le cas. Ça ne pourrait jamais être le cas. Donc, vous avez vu, au niveau de la Cour constitutionnelle, un conseiller a démissionné. Mais il n'a pas mis sur la place publique les problèmes de l'institution. Je pense que la HAC a besoin d'être entourée. Non pas d'être voué aux gémonies, d'être attaqué, d'être non. La HAC a besoin d'être entourée. Je vous l'ai dit, le personnel de la HAC a besoin d'être motivé. Son statut est mauvais, ils sont mal en dehors des rémunérations normales dont beaucoup sont agents permanents de l'État. Ils ne sont pas motivés sur le plan avantage. Ils ne sont pas motivés. Et les gens, comme je vous l'ai dit, personne ne veut aller à la HAC comme cadre. Et donc, les institutions manquent de cadre, justement. Manque de cadre réellement. Il y a des agents, mais il n'y a pas de cadre. Il y en a quelques-uns qui essayent qui sont fouillés au moulin par ailleurs. Parce qu'ils ne sont pas nombreux. La HAC a besoin d'un souffle. Ça fait la deuxième fois d'affilée que je reviens. C'est un plaidoyer. De toute façon, vous nous avez promis une émission sur... Absolument, il faut qu'on revienne un peu là-dessus. Il faut qu'on revienne là-dessus, avec les autres conseillers. On a écouté Franck Pochettino tout à l'heure. Oui. Il faut qu'on revienne là-dessus pour que, comme je vous ai dit, on ne peut pas défoncer une porte ouverte. Le gouvernement qui est là est convaincu des problèmes de la HAC. C'est déjà une bonne chose, c'est un avantage. Maintenant, il faut ouvrir, il faut maintenir la veille. Il faut afficher la bonne volonté pour que le gouvernement puisse... Il faut plutôt accompagner la bonne volonté. La bonne volonté est déjà là. Et c'est même traduit dans les actions de révision de la Constitution. Donc, aujourd'hui, il faut que nous essayions d'accompagner le gouvernement dans ce processus pour que la HAC dispose des moyens de sa politique, pour que les médias, pour que les citoyens lambda ne soient pas livrés à eux-mêmes et à se battre contre des gens qui se cachent sous les citoyens lambda des médias sociaux. Donc, il faudrait que l'action de régulation soit mieux pensée, mieux orientée et sans doute mieux cernée dans son approche. Vous allez voir que le citoyen que vous êtes, que je suis, par ailleurs, je serai plus à l'aise. Les médias seront, à mon avis, mieux à l'aise. Et le pays ne se portera que mieux. Très bien. Merci Agapit Napoléon Maforican. Nous allons maintenant nous pencher sur le sujet principal de ce numéro de le décryptage sur ETL. C'est bien Tchaourou. Tchaourou, on en parle. On prononce son nom depuis quelques semaines. Nous avons suivi il y a quelques jours, ou du moins le vendredi dernier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est monté au créneau. Puis après, donc hier, nous avons eu également la déclaration de presse de Lewis Spero au Gouchola, bien évidemment, qui est le conseil technique qui a également fait le bilan. Une cinquantaine de blessés dans le rang des forces de défense et de sécurité publique parce qu'ils ont voulu être professionnels. Tout ça. Mais je pense que il faut le dire et le redire. C'est grave. Dans quel pays vous allez entendre ça? Que les forces de l'ordre sont restées et on les a attaquées. Les forces de l'ordre sont restées. C'est-à-dire que les populations attaquent les forces de l'ordre. Ils sont armés. Ils n'ont pas utilisé leurs armes. Et on les a blessés. Et vous ne sentez aucune émotion. Ceux qui s'empressent de trouver des morts là où il n'y en a pas, vous n'avez entendu aucun. C'est ça qui est inquiétant. Moi, je n'ai pas envie qu'on stigmatise Tchaourou. Nous sommes tous de Tchaourou. Nous sommes des Béninois. Nous sommes de tous les endroits. Nous avons de la famille ici et là. Partout, tout à fait. Donc, pour moi, Tchaourou n'est pas le problème. Les images parlent d'elles-mêmes. Oui. Tchaourou n'est pas le problème. Le problème, c'est le Béninois. C'est ceux qui sont derrière. C'est ceux qui soutiennent ces actes de vandalisme, de désordre, de délinquance organisée. C'est ceux-là qu'il faut stigmatiser. C'est suffisamment grave. Moi, j'ai observé le silence absolu. Une sorte d'acquiescement d'une certaine opinion. Ou si les gens ne murmurent pas, mais lui aussi, on aurait dû, pourquoi va-t-on là, est-ce qu'on n'aurait pas pu? Mais vous vous demandez, mais où allons-nous? Quand des forces
sécurité, de la défense, qui sont censés mettre de l'ordre, sont attaqués, c'est que la République est en danger. Si on utilise des gourdins, des cocktails Molotov pour attaquer les forces de la République, si ceux-là devraient réagir, qu'est-ce qui se serait passé? On ne parle pas de pro-talon, pro-yaï. On est dans la sécurité des citoyens. On est dans l'intégrité. On a l'impression que le droit à la vie, le droit à la liberté, l'intégrité de la personne humaine est à sens unique. Où sont-elles les organisations de la société civile? Transparency et Amnesty International est où? Ceux qui font des rapports, ils sont où? On n'a entendu personne. C'est inquiétant. C'est inquiétant, Robien. C'est inquiétant, il faut le dire. Parce que les images qui ont circulé, mais laisse froid. Mais moi, avant même que ces images circulent, il y a le droit des gens à se déplacer. Il y a leur liberté. Et puisque les acteurs des communes ont été... Quand des délinquants, des badauds bloquent ces artères, au nom de je ne sais quelle revendication, il y a matière à s'inquiéter. Et tout le monde s'est mué dans un silence. Laissant le gouvernement, ils attendent le premier mort. Ils attendent le premier coup de feu. Qu'importe si la police a été attaquée, qu'importe si on a brûlé le commissariat, qu'importe si on a empêché les enfants d'aller au CPE, leurs propres enfants, leurs enfants, ils les ont empêchés d'aller à l'examen. Et ça nous renvoie justement au dimanche 28 avril. Les agressions ont eu lieu. L'armée n'a pas réagi. Les militaires qui étaient portés chez Adam Bagoudou le dimanche 28 à Parakou n'ont pas réagi. S'ils avaient réagi, il y aurait eu mort. Et même malgré qu'il n'y ait pas eu mort, certains ont vu des morts, des violences, des morts, qu'ils ont annoncé partout, et repris par la communauté internationale. C'est ça. Malgré qu'il n'y ait pas eu action, dimanche 28 à Tchaourou, on a brûlé. Véhicule de l'ONTB, on a saccagé, on a blessé des confrères. Et bis repetita, on reprend la même chose. Et la communauté dite internationale, les organisations dites de la société civile, qui s'empressent pour maintenir leur pécule ou leur visibilité, de trouver des poux sur la tête du chauve, ils ont disparu. Ils attendent le premier mort, quand la police va riposter pour faire rétablir l'ordre. Or, dans l'action publique, de rétablissement de l'ordre public, lorsque l'État est dans son droit régalien, son devoir, j'allais dire, son devoir de rétablir l'ordre public, quand il est menacé, tous les moyens sont utilisables. Après, puisque l'État détient la légitimité de... Et la force publique, la force légitime. Mais on a l'impression que tout ça disparaît. Même ceux qui nous l'ont appris, ceux qui nous les apprennent, tout ça là, se mue s'ils ne se taisent pas, c'est qu'ils défendent autre chose. On dit, mais attends, ce qu'ils nous apprennent à l'université là, leur science à eux là, est-elle à géométrie variable? Voilà la question. L'État détient la force. Et on dit l'usage abusif de la force publique. Non! S'il y avait eu l'usage abusif, le 28 avril dernier, il y aurait beaucoup de morts. Entre Parakou, Tchaourou, Bante et autres. Il n'y en a pas eu. S'il y avait eu l'usage abusif, il y aurait beaucoup de morts. La semaine qui vient de s'écouler, à Tchaourou et Savé. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu un seul du fait de l'État. Mais il y a une cinquantaine de blessés et de blessés graves parmi les militaires. Voilà la situation au Bénin aujourd'hui. De quoi on parle? Mais quand on se réfère tout de même aux déclarations faites également, on constate, puisque il a dit également, Spero Lewis Gouchola l'a dit aussi, le recrutement des personnes extérieures au Bénin qui sont venues pour s'en prendre aux édifices publics et également aux biens particuliers. On parle de la même chose. C'est-à-dire que, comme je dis, la défense des droits de l'homme au Bénin par les acteurs de la société civile, comme par une certaine communauté internationale, c'est à géométrie variable. Quand c'est les délinquants qui le font, qui tapent, qui bastonnent, qui brûlent, on a l'impression que c'est légitime. C'est-à-dire qu'on légitime la voyoucrasie, la délinquance, le désordre. Et qui sont ceux qui légitiment?
des gens, d'abord, qui se sont proclamés société civile, que personne n'a élu, qui n'ont reçu aucun mandat, mais qui reçoivent l'aide extérieure. C'est eux qui décident de quelle structure ils vont attaquer, des rapports qu'ils vont faire. Ils ne disent, et donc, les structures, les autorités légitimes et légales, quand elles réagissent pour protéger la population, on estime qu'il y a usage abusif de la force. Voilà ce qui se passe au Bénin. Que devraient faire les acteurs de la société civile? Mais vous aussi. Quelle est cette question? Peut-être qu'ils ignorent. Romiad, vous aussi. Vous ne savez pas ce qu'ils doivent faire? Ignorent-ils eux-mêmes ce qu'ils devraient faire? Je vais vous dire, dans le débat sur les élections législatives, à partir du moment où l'opposition a fermé la porte à toute négociation, des acteurs de la société civile dignes de nom se seraient rapprochés de l'opposition, l'auraient convaincu, aurait donné même des ultimatums. La plateforme a tenté, ils ont rencontré l'FCBE, mais après, ils ont fait quoi? Je dis, du point de vue des faits, un journaliste, par ailleurs, analyse des faits, relate des faits. Et l'analyste, le consultant que nous sommes, nous commentons des faits. Mettons les faits bout à bout et je les défie. Société civile, prélat ou bien confession religieuse qui prennent position, communauté internationale. Moi, je les défie autour de n'importe quelle table. Les faits, rien que des faits, pas les interprétations scabreuses, partisanes et autres là. Non, fait contre fait. Et on va analyser. Ou on va demander aux enfants de collège de venir nous analyser les faits. Et vous allez voir, les faits contre les faits. Vous allez voir que on a mis en place un dispositif pour désorganiser le tissu institutionnel du pays. C'est une sorte de trouble à l'ordre public organisé. Ça donne l'air. C'est une sorte de cabale contre la République. Je le dis parce que les faits sont là. On ne peut pas laisser les bandits, les badauds, détruire les édifices publics, fermer les yeux comme ça si ça n'a pas existé, les laisser agresser les forces de l'ordre, qui quand eux vont réagir, on va dire, usage abusif de la force, il y a quelque chose qui tourne mal, et sur lequel il faut qu'on revienne. Mais le Bénin n'a pas dit la pédale. Mais on est partisans. Mais c'est quoi la légitime défense? C'est quoi? Il n'est dit nulle part que les forces de l'ordre doivent rester les bras croisés, on doit les attaquer. Il y a la riposte. Mais quand les gens utilisent les cocktails Molotov pour vous attaquer, vous utilisez les armes que vous avez à votre disposition. Mais quand eux l'utilisent, et ça fait 1 ou 2 mois, ou bien des balles perdues qui tombent sur... On va dire, oui, mais on a tiré à balles dans les manifestants. Mais quand les manifestants tirent, utilisent des armes contre ceux qui n'ont pas réagi, quel est le problème alors? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Et qui l'a dénoncé? Qu'on me donne les tests qui autorisent les manifestants à tirer. Ça n'existe pas. Donc, ceux-là sont disqualifiés. Ils sont partis pris. Ils sont partis pris. Je dis, je les mets au défi. Allons-y. Ce n'est pas les monologues que les gens organisent là. Ils retrouvent, ils font communiquer. Ils n'ont qu'à venir. Moi, je suscite le débat. La personne a dit, comment on s'amuse, on dit qui pépier, là. Moi, je dis qui pépier, débat. Non, c'est vrai. Qui pépier, débat technique sur ce qui se passe dans le pays. Débat technique sur l'usage de la force. Débat technique sur le rôle de l'État face à l'ordre public qui est troublé. Et nous allons partir des débats. On va partir de janvier dernier. C'est-à-dire la convocation du corps électoral. On va venir. Avec tout je mets au défi. Je dis je mets au défi. Je dis qui peut piller. C'est lui qui dit je peux piller là. On le fait. On le fera ici. On le fera sur le plateau qu'il voudrait. C'est pas normal. On ne peut pas apprendre le vandalisme aux enfants. Aujourd'hui, à l'aide du média citoyen, on ne peut pas laisser certaines images sur la place publique. On ne peut pas valider certains formats. On dit non, qu'il faut faire ci, il faut faire on exige. Mais on demande à quelqu'un de venir répondre de ces actes. Mais il n'a qu'à les répondre de ces actes. Mais c'est tellement dit non, on ne croit pas à la justice, mais vous ne croyez pas à quelle justice?
Alors, et vous voulez prendre quel pouvoir alors? Le Bénin a ses institutions. Bonne ou mauvaise, j'ai été confronté à la justice. Je me suis présenté. J'ai répondu logiquement. Pas toujours content. Pas toujours content. Mais c'est notre pays, c'est nos institutions. Tu y vas. Quand on a quitté la HAC, on a dit, oh, ils ont détourné l'aide de ça à la presse, tout ça là. Et l'IG, à l'époque, ah, le président Nata a dit, ah, non, nous on est une institution indépendante. Faut pas, non, Ali Jato a dit, ah non, notre président à nous. Oui, oui. Il dit, ah non. Mafrika et Dassundo, c'est eux qui ont géré l'aide de l'État. C'est sur leur rapport que moi j'autorisais. Il faudrait que chacun réponde de ça. Moi j'autorise que l'IG travaille. Et le président Nata a dit, ah, soit. Et l'IG a travaillé. On a répondu à toutes les questions. Ils ont produit un rapport d'étape. Au palais, on a dit, ah non, il faut envoyer toutes les décisions qu'ils ont prises. Ils ont envoyé toutes les décisions. Peut-être que j'ai encore parlé aujourd'hui. Parce que on ne fait. Et les gens se sont rendus compte que tous les sous étaient encore là. Et on avait laissé 600 quelques millions de l'aide de l'État, donc près de 2 exercices de l'aide de l'État. Et toutes les dépenses qui ne étaient pas faites par la HAC, étaient faites par l'organisation des professionnels des médias du Bénin. Et tout était nickel, comme on dit. Des petits trucs, on dit oui, il y a plus de représentants de tel dans telle structure, mais rien concernant la gestion. Il ne peut pas en avoir. Nous avions une structure, une structuration telle que... Mais nous avions répondu présent. Pendant que ça, en ce moment-là, les syndicats disent jamais, l'État ne doit pas, l'IGE ne peut pas venir chez nous. Nous, on a dit, on est allé. On est de la HAC, une institution indépendante. L'IGE, c'est créé par le gouvernement. On aurait pu dire, on ne va pas. On est allé. Vous ne pouvez pas... Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui alors qu'on confond l'interpellation à une condamnation? Parce que les gens ont des choses à se reprocher. Moi, c'est tellement simple. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous y allez. Regardez, un peu, je vais faire l'extrapolation. Parce qu'en fait, il y a un lien. Ce qui se passe avec Boni Yahi. Boni Yahi, c'est un respect. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le président Yahi. On travaille avec lui. On a cru à un certain nombre de discours qu'il a tenus. Je peux dire, j'ai contribué à ma manière au succès de cette décennie. Parfois dans l'ombre, mais parfois en ouverture, normalement. En tant que citoyen, quand le président dit je veux changer la République, ça nous intéresse, nous. Moi, je suis citoyen, je suis militant, je suis citoyen. On dit je veux changer la République, ça m'intéresse. Je veux finir avec les valeurs déjà d'hier, ça nous m'intéresse. Le discours intéressant, on y va. On ne peut pas dire qu'il n'a pas tenté. Mais on est surpris. Moi, je suis surpris aujourd'hui d'un certain nombre de comportements autour de Boni Yahi. Je ne le retrouve plus. Je ne retrouve plus celui qui a porté un certain nombre de discours. On peut sortir également les discours. On peut sortir les discours. Moi, j'ai des discours de Yahi. Je suis un analyste de discours. Et ça, d'abord très jeune, je buvais, comme on dit, les bons discours. Donc, j'adore quand c'est bien rédigé. Alors ici, j'ai quitté cette étape de naïveté pour pouvoir un peu analyser le contenu. Alors bon, peut-être que j'ai gardé quelques naïveté dans l'analyse du contenu en me disant que j'ai trop cru. Parce qu'aujourd'hui, mais quand vous voyez Yahi Boni qui est resté au pouvoir, avec le discours qu'il tenait, et Yahi Boni d'aujourd'hui, ces deux personnages, Yahi Boni qui est resté au pouvoir, ses forces doivent rester à la loi. Yahi Boni qui est resté au pouvoir s'est fait écouter lui-même au palais, dans une affaire. Alors, aujourd'hui, pourquoi on fait tout pour qu'il n'aille pas répondre? Pourquoi on fait croire à certains qu'il y a une traque contre Yahi? Parce que l'État s'est rendu à l'évidence que le président Yahi ne se comportait plus comme un citoyen normal. Et nous pouvons l'emprisonner. C'est un citoyen normal qui fait ce que... un citoyen normal qui fait ce que avait fait débarquer au marché dans Tokpa, alors qu'on l'a pas... Alors que... il y avait... Aucune autorisation pour... Voilà, il n'y avait pas d'autorisation. Menacer, dire un certain nombre de choses. Les gens on aurait interpellé le citoyen et le garder à vue pour tout l'ordre public. Il aurait peut-être fait l'objet d'une flagrance et condamné. On ne peut pas le faire à Yahi. C'est un ancien président de la République. Donc, on regarde. Donc, est-ce que nous ne sommes plus égaux devant la loi? Donc, on n'est pas égaux. Parce que lui, il peut le faire. Le président Soglo peut le faire impunément. Et quand on tente quelque chose, on va dire que c'est un ancien président. Qu'il y a trouble à l'ordre. Et qu'on fait un changement contre. Donc, mais ce qui s'est passé les 1er et les 2 mai était extrêmement grave. Et l'État
a choisi de contrôler les va-et-vient chez lui. Pour sa sécurité par ailleurs. J'ai écouté un responsable politique dire ça. Après, il y a des voies des voies de recours, il y a des voies normales, il y a des voies que nous avons apprises en tant que Béninois, en tant qu'Africains. Mais là-bas, pas là. À quoi servent les slash? Ce n'est pas dans les médias que ces questions se règlent. Oh, ils choisissent ces médias, le bruit. Vous ne pouvez pas. Et nous avons été ahuris lorsque l'église catholique elle-même qui avait dit je veux jouer au médiateur, se rebiffe et joue maintenant au juge. Comme au temps de l'Inquisition. L'Église a tout de même commencé la médiation. J'espère. J'espère. Parce que la dernière sortie, on a parlé de l'élection sans opposition, d'exilés est inquiétant. On ne peut pas, vous ne pouvez pas vouloir. Donc, si l'Église a commencé, tant mieux. Mais il faut qu'il le fasse sans bruit. Les négociations ne se font pas dans les bruits. Ça se fait calmement. Dans l'élégance. Je vous ai dit, je renvoie beaucoup de jeunes curés et évêques aujourd'hui. Je le fais humblement. Je suis plus si jeune que ça. J'ai suivi l'actualité du pays. Je renvoie beaucoup à la conférence nationale. Il y a une école du prêtre avec lequel nous avons travaillé dans la réhabilitation de Monseigneur de Souza. Il y a une... J'oublie, il y a une école de justice et autres au niveau de l'église catholique qui s'occupe des œuvres de Monseigneur de Souza. Je pense qu'il faut que même l'église catholique aille se ressourcer. Vous voulez parler du Père Rodrigue? L'école du Père Rodrigue, ou bien le centre que dirige le Père Rodrigue. Je pense qu'il faudrait que beaucoup aillent se ressourcer là, pour voir dans quelles conditions Monseigneur de Souza a travaillé, a fait adhérer Kérékou à des choses auxquelles Kérékou n'aurait jamais pensé au moment où la conférence nationale. Le clergé pourrait le faire aujourd'hui encore, peut-être. Non, c'est de ça. S'il faut d'ailleurs qu'ils aillent s'abreuver pour comprendre comment, en temps de difficulté, on utilise les médias. Comment en temps de difficulté. Mais les gens vous disent, mais moi, c'est de ça, il stoppe la conférence. Il va rencontrer Kérékou. Il revient, tout le monde le regarde pour qu'il rende compte. Il dit, on continue. On dit, mais moi, dites-nous un peu. Continuons nos travaux. Tout ne se dit pas sur la place publique. Parce que dans les négociations, il y a toujours, il y a deux parties. Ce dont nous parlons n'est pas lié au droit. Le droit est respecté au Bénin. Le droit est respecté. Nous sommes dans un état où le gouvernement joue. Le gouvernement fait tellement d'efforts d'éviter d'abus en la matière. On ne peut pas dire que les anciens présidents ne sont pas protégés. Là également, je mets au défi. Après la littérature, je dis que classique et totalement théorique quand on ou fait doctrinale, la littérature classique, théorique ou doctrinale, ne peut pas s'appliquer à un cas dans un état donné. Très bien. Et quand on fait face à des difficultés politiques, il faut un certain nombre de démarches. Absolument, c'est ce que je dis. Donc, à partir du moment où des situations comme ça arrivent, les gens auraient dû. Mais les gens n'anticipent jamais. Quand les Soglo et Yahi sont allés au marché d'Antokpa, des voix se sont arrivées pour leur dire, ah, restez à votre place. Vous êtes au-dessus de tout ça. Ne vous mêlez pas. Vous êtes des personnalités. Personne ne le dit. Quand on en dit, l'autre dit, on peut passer dans mon sang. Personne ne dit, ah, c'est dangereux. Mais c'est pas normal. Alors, donc, la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Et l'obéissance aux lois qu'on s'est données est liberté. N'est-ce pas? Donc, quand on met les deux ensemble, nul ne peut se mettre au-dessus des lois de la République. Et donc, Boni Yahi, par exemple. Et donc, oui, en laissant les anciens chefs d'État se mettre au-dessus des lois, comme s'ils en avaient le droit, nous avons créé une situation de désordre que le gouvernement a finalement tenté de gérer. Mais à quel prix? Au prix de sabotage à l'international. Au prix de n'importe quoi, de radotage d'un certain nombre de littérature. Heureusement que le gouvernement reste serré. Donc, si on lit, parce qu'il faut revenir à Tchao, si on lit tout ça là, c'est qu'on a l'impression que les gens disent il faut libérer, il faut lever le truc devant Yahi. Non, moi je pense que libérer le siège devant le président Yahi ne doit pas être un problème, en principe. Mais il faudrait qu'un certain nombre de garanties soient prises ici et là. Il me semble. Il me semble. Parce que la sécurité du président Yahi aussi est en jeu. Sa sécurité est en jeu. Le gouvernement est responsable de sa sécurité. Donc,
l'un dans l'autre, nous parlons des choses sérieuses qui ne se gèrent pas sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas dans les rues de Tchaourou ou de Savek que ça doit se gérer. Non, non, c'est trop sérieux pour que ça se gère dans les rues de Tchaourou et de Savek. Ensuite, les délinquants ou les personnes présumées l'être, impliquées dans les manifestations de 28 et autres, qui sont interpellés. Mais il faut qu'ils aient répondu de leurs actes. Il faut qu'ils aient répondu de leurs actes. Il y a des avocats dans le pays. Il y a des défenses. Ils n'ont qu'à se constituer avocats et les accompagner. On ne peut pas dire, il prend l'État en otage pour dire qu'il faut libérer d'abord. C'est du désordre. Et vous voyez, ils sont embêtés tellement qu'ils se sont tués. Les donneurs de leçons. Mais le problème est que dès qu'il y aura un petit mouvement maintenant, on a vu, ouais, depuis 3 jours, on apprend qu'il y a une cinquantaine de frères de l'ordre qui ont été blessés. Vous l'avez entendu ça communiqué qui déplore, qui dénonce ça. Non, il n'y en aura pas. Non, ça l'intéresse. Là, certains ont le droit de blesser d'autres. Mais quand il y aura une action de légitime réaction, une réaction légitime de l'État, dans la préservation du droit de chacun à aller et venir, dans la préservation de la sécurité, de l'intégrité de la personne humaine, on va commencer par dire qu'il y a un usage abusif de la force, que l'État, c'est là qui est dangereux. Et du coup, on livre certains, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je me sens de Tchaourou, comme je me sens de Savek, comme je me sens... Ce n'est pas ces villes-là qui ont des problèmes. Il y a des populations paisibles, et plus de paix dans ces localités. Qui ne sont pas associés du tout. C'est des vandalismes, c'est des gens venus d'ailleurs. Je continue, c'est des vandalismes. Puisque c'est confirmé par les voix et quelques badauds délinquants, drogués, qui sont incontrôlés. Parce que des gens normaux ne peuvent pas agir comme ils font. Bloquer tous les voies. Donc, estime Agapit Napoléon Maforécan que pour la préservation de la paix, on devrait fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Donc, oui, j'ai entendu, je dis oui, c'est ça. J'ai entendu même sur notre plateau, quelqu'un dit oui, voilà, il faut remonter, il faut comprendre. À partir du moment où ils ne sont pas allés aux élections, ils doivent. Il dit, mais attends. On est ici, on est en 2019. Est-ce que le voleur a droit à voler parce qu'il a faim? Voilà moi la question. C'est si simple. Ça me renvoie un peu à ce débat sur la grivellerie. J'ai parlé de ça une fois. Alors donc, mais au départ, la grivellerie n'était pas une infraction. Après, c'est devenu un délit. Parce que les gens, ils allaient y manger au nom du droit de l'homme à satisfaire un des besoins cruciaux de la faim. Mais quand il y a abus, donc, c'est trop facile de trouver des excuses. La loi est dure, mais c'est la loi. L'obéissance à la loi qu'on s'est donnée est liberté. Dès qu'on s'entend sur ça, quelle est la loi? Est-ce qu'on a le droit de se faire justice? Si c'est non, mais il n'y a plus de si. Les circonstances atténuantes, allez les défendre au tribunal. Notre justice, on ne peut pas dire je ne crois pas à la justice, alors qu'on veut. Mais un citoyen lambda, la vendeuse de pain, la vendeuse d'Adoyo ou d'Adomassi, de cuir dents et autres là, le paysan de mon village, on lui applique la loi sans demander son avis. Mais pourquoi certains vont croire que la loi doit s'adapter à eux? La loi, c'est la loi. Le tribunal, c'est le tribunal. Notre justice est notre justice. Elle doit être respectée. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qui se dit. On doit la respecter. On la respecte. Moi, je la respecte. Le dernier citoyen de la République, au nom de notre droit à cohabiter, à vivre ensemble, dans l'ordre, suivant les textes que nous nous sommes donnés, doit respecter. On peut se battre pour changer certaines choses. On peut faire des recours. On peut aller au cours africain. On peut aller au cours mondial si on veut. Mais dans le cadre fixé par la loi. Sinon, on rentre dans un désordre. Voilà le problème. Donc, on ne peut pas me convaincre, moi, qu'au nom de la paix, il faut laisser le désordre. La paix se bâtit durablement. Et non la paix factice, qui veut qu'on saute les problèmes, qu'on ne les gère pas, mais qu'on les saute. Et que demain, on se retrouve dans le même problème. On dit non, au nom de la paix, on saute encore. Après, on dit non, au nom de la paix. Mais quelle est cette paix qu'on bâtit sur le désordre et l'anarchie? Aucune paix durable. La paix se bâtit sur des consistances. Il faut un socle à la paix. Et le socle à la paix, c'est d'abord des règles du jeu claires et nettes. Nous avons une constitution auquel tout le monde tient, avec semble tenir. Parce que personne ne veut qu'on touche à la constitution. Mais soit. Mais de deux choses, vous ne voulez pas qu'on touche à la constitution. Vous devez respecter les institutions issues de la constitution. Et la crise a commencé parce que des gens, des esprits se croyant malins, refusent
d'appliquer des lois qu'eux-mêmes ont votées, en tout cas, votées en leur présence, sous prétexte qu'elle est mal appliquée aussi que ça. Alors que quand moi, mes parents, on vote les lois qui s'occupent, qui s'appliquent à eux, personne n'est là pour dire non, la loi là, il ne faut pas l'appliquer. Lorsqu'on a voulu faire bail, des trucs comme des bails pour bail, on croit à régler le problème des propriétaires. De la population. Oui, mais le gars qui a construit sa maison, lui dira que, bon, attends, moi j'ai construit ma maison, mais si le gars veut, il vient. Mais on a l'État réglementé. Les propriétaires des maisons n'ont pas fait grève. Ils n'ont pas crié que la démocratie est en danger. Ils n'ont pas crié que leur droit est en danger. Mais pourquoi certains pensent que le droit doit aller vers eux? Que parce qu'ils ne sont pas plus privilégiés. Le privilège ne peut pas se distribuer au gré de la position que vous occupez. Il y a quelque chose qui va mal. Donc, nous ne pouvons pas bâtir une paix durable en faisant abstraction des problèmes d'aujourd'hui. Il faut les affronter, il faut les régler directement. Il faut régler le problème. Vous voyez, je l'ai dit, nous nous occupons tellement des effets en laissant les causes. Tellement des effets en laissant les causes. Mais quand vous ne réglez pas la cause, le bagage là, que vous tentez de redresser, la personne qui porte le bagage, alors que c'est depuis le bas que ça s'est penché là. Vous avez dit non, redresse-toi. Non, fais comme ça, ajuste. Mais le truc c'est en bas que ça s'est cassé. Non seulement vous perdrez votre temps. Non, mais c'est que vous allez perdre le bagage, ça va finir pas tomber, pas se renverser. Parce que vous perdez du temps. Le truc est en bas. On ne peut pas passer notre temps à nous attaquer aux effets. Il faut aller aux causes. Et les causes, c'est le désordre. C'est le sentiment d'impunité. C'est des privilèges que certains s'octroient. Ça ne peut pas se poursuivre. Ça ne doit pas se poursuivre. Et ça, comme le disait Bouniaï, force doit rester à la loi. Il faut que ce qui nous unit, c'est la loi. Si la loi disparaît, on sera comme Sodome et Gomorrhe. On sera dans un no-man's land total où un désordre parfait, chacun fera ce qu'il a envie de faire, dira ce qu'il a envie de faire, personne ne contrôlera personne. Et alors, c'est pire. Certains pensent que ça n'arrive, que c'est le président Talon qui va en souffrir, que c'est le gouvernement. Mais il se trompe. Lorsqu'on a bloqué Tchaourou, qui sont ceux qui en ont eu les frais? C'est le gouvernement. Mais quand on a bloqué Tchaourou, c'est pas le gouvernement. Le Bénin bashing, là, quand on passe le temps à attaquer le pays, c'est le président Talon qui en fait les frais? Non. C'est nos enfants qui sont à l'extérieur. C'est nos frères qui étudient dehors. C'est eux qu'on va arrailler. C'est nos cadres, nos frères, nos cadres qui sont dans les institutions internationales. On va dire, mais voilà le vote pays. Et les gens sont contents. Dès que quelqu'un touche du Bénin, on dit, ah oui, voilà, on t'a touché du Bénin. Mais comme si c'était meilleur. J'ai entendu les gens parler du Togo. J'ai entendu, on a dit qu'on attendait Boihari. J'ai entendu, je me dis, mais attends, on est dans quel pays? Mais maintenant, donc, ce que dit Fort nous concerne aujourd'hui. Mais non, on ne se mêle pas des affaires du Togo. Moi, j'adore le Togo. J'aime l'Obé. Je ne pense pas qu'il doit se gérer. On a vu la marche au Togo, on a vu les élections législatives au Togo. Moi, je respecte ce pays. J'estime qu'on n'a pas à se mêler de leur histoire. Si on peut porter main forte à quelqu'un en termes de bon voisinage. Comme nos sœurs, le Kiamadou, travaille avec le président Fort. Le président Fort n'est pas toujours perçu comme quelqu'un qui fait de la démocratie et pluraliste dans le sens normal. Ça, c'est l'idée que beaucoup en ont. Alors, quand je vois notre sœur qui a parfois opiné sur notre situation ici, je me dis, mais bon, mais est-ce que c'est pas bien qu'elle se concentre sur ce qu'elle fait déjà à Lomé? Déjà là-bas, c'est pas. Donc, on vous dirait elle est béninoise. Oui, naturellement, mais déjà, il y a déjà beaucoup de choses à dire. Même sur elle, c'est beaucoup de gens. La presse togolaise dit qu'il y a beaucoup de choses sur elle, et sur lesquelles, d'ailleurs, si elle analyse déjà ça, elle va comprendre que ce n'est pas si évident. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que les gens disent sur elle, du tout. Je pense qu'elle a le droit, et c'est une dame de valeur. J'ai beaucoup de respect pour elle. Elle a de la qualité. Mais, elle se trompe. Je pense qu'il ne faut pas qu'elle tombe dans les mêmes travers qu'une certaine classe. On nous renvoie dans les années 60, 40, où quand c'est pas nous, on doit tout détruire. Non, vous ne pouvez pas, elle qui est là, elle ne peut pas faire la politique comme Talon le fait. Et quand elle va prendre la tête du pays, personne ne peut faire la politique comme elle la fera. Parce que chacun de nous vient avec sa personnalité, avec son tempérament, avec sa manière de voir. Nous venons, nous tous, même votre propre enfant ne fera pas comme vous. Parce que vous n'êtes pas les mêmes. Il y a un fond commun, mais après, vous êtes vous, chacun a une personnalité. Donc,
Vous avez beau manger, dormir ensemble, manger dans le fond de votre sang et manger, vous ne pouvez pas être les mêmes. À ce moment-là, nous devons laisser celui à qui on a donné mandat. Tant que ces actions se situent dans la sphère de son mandat, dans la légalité. Après, on peut ne pas être d'accord sur la manière de conduire. On va être d'accord. C'est la démocratie qu'on ne doit pas être d'accord. Sinon, c'est l'unanimisme. Donc, oui. On avait entendu parler dans ce pays des appels à la désobéissance civile. Certainement, est-ce que c'est Kaoro qui se retrouve entre désobéissance et incivisme aujourd'hui, où des personnes tapées dans l'ombre? C'est vrai, vous avez commencé par le dire également. Non, on ne peut pas donner quitus à des gens qui disent qu'il faut faire de la désobéissance. Dans un état de droit, on ne peut pas faire de la désobéissance civile. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On peut se fâcher. On peut faire 1 heure de sitting. Après, il faut aller travailler. Sans travail, il n'y a pas de salaire. Et sans travail, il n'y a pas de développement. Soyons sérieux. Donc, la désobéissance civique, c'est de l'incivisme. C'est un acte incivique. C'est pour ça qu'on c'est des formules. C'est quoi la désobéissance civile? C'est écrit par qui? C'est appliqué dans quelle, dites-moi dans quelle démocratie sérieuse ça s'applique? C'est des inventions nègres. C'est des inventions nègres. C'est-à-dire que nous, on copie les autres et puis on revient au travers. Dès qu'on nous donne la chose, au lieu de mieux penser, de voir comment on peut profiter de la chose, non, on l'utilise tellement mal que les gens même ils savent. Quand la France, parfois j'écoute, je dis, mais attends, mais les gilets jaunes, c'est quand même, mais 108, c'est quand même la France. Les gilets jaunes, c'est quand même la France. La loi contre... les gens, ils attaquent la polygamie en Afrique. On dit, oh, c'est dangereux, c'est mauvais, machin. Mais on fait l'homosexualité ailleurs. Alors moi, la morale chrétienne, en tout cas, la morale chrétienne, je veux dire, ça c'est personnel, je préfère mieux le polygame à l'homosexuel. Et ça, que les homosexuels m'excusent, ou les gays j'ai rien. De toute façon, libre à eux. Je ne connais pas quelqu'un. Mais je dis qu'on me démontre que la polygamie est pire que l'homosexualité. C'est là le problème. Alors, les gens, ils inventent les choses. La démocratie, là, c'est quoi? C'est la dictature d'une aristocratie. C'est la dictature d'une certaine élite. Les gens n'aiment pas entendre c'est la dictature d'une certaine aristocratie. C'est de l'oligarchie institutionnalisée. C'est ça la démocratie. Et nous, on a copié. On vient ici. Mais on est 70% illettrés. On ne lit pas. On ne vit pas absolument de nos salaires. Celui qui est là-bas attend que l'autre lui donne un peu. Du coup, les bases de cette affaire ont échoué parce que du coup, la démocratie que nous appliquons n'est plus applicable. Là, il y a une grande partie du pays qui est exclue de l'affaire. C'est pour ça que vous ne les voyez pas dans ce débat-là. Vous sentez le peuple qu'on parle là, le peuple, les populations là-bas, vous les sentez liés à ça. Ils sont déconnectés. C'est pas leur chose. Alors, l'élite qui est ici, à côté de nous, pas de nous, là. Maintenant, ils tournent, ils retournent entre eux. C'est les mêmes, hein, depuis 20 ans, vous allez voir, ils tournent. Quand ils sont ici aujourd'hui, ils sont là demain, ils sont là. Et c'est eux qui disent les mêmes choses, qui disent le contraire. Quand on est ici aujourd'hui, on dit ceci. Quand on change de position, on dit le reste. Et c'est ça. C'est-à-dire que les petits bourgeois, intello financiers économiques, dont ceux qui ont fait une place sociale en amassant de l'or, de l'argent, de la richesse, en capitalisant des diplômes, en collationnant des diplômes, ou en ayant une position religieuse donnée, se croient aussi aristocrates pour les petits bourgeois intello financiers, et c'est eux qui pensent qu'ils vont en imposer aux autres. Donc du coup, voilà notre démocratie. Et elle ne peut pas fonctionner comme ça, parce que c'est les mêmes personnes. Quand ils changent de position, ils changent de paradigme. Non. Les bourgeois qui ont créé leur démocratie ailleurs, eux, ils sont entre eux. Hein? Et donc du coup, même si les paradigmes changent, le fond est là. En France, quand une loi est votée, est promulguée, on ne dit plus de ne plus l'appliquer. Les gens peuvent continuer à combattre, mais on ne dit jamais qu'il ne faut pas l'appliquer. On ne dit jamais qu'il faut retourner l'abroger. On ne dit jamais qu'il faut... Non. On a connu la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Et Simone Veil, elle est consacrée. Or, l'interruption volontaire de grossesse n'est pas en harmonie avec l'Église. Or, quand vous regardez la position de Simone Veil, la France et la tradition française, vous allez voir qu'en 1914, quand cette affaire venait, que c'était un phénomène, c'était une révolution en France. Tout comme d'ailleurs la loi Taubira, sur le mariage pour tous. Alors, c'est des phénomènes nouveaux qui apparaissent. Et les gens sont contre.
il marche, il manifeste. Mais dès que la loi est votée, il est promulgué, il passe à autre chose. Si on ne peut pas avancer sur cette déviation, oh, la petite élite dont je parle, là, ça fait à peine 5% de la population réellement, mais c'est elle qui jette le trouble. C'est les mêmes personnes qui vont vous dire que l'État, que la justice doit être indépendante, mais quand la justice, que l'État de droit, c'est force à la loi. Mais quand l'État de droit se met en branle, les mêmes personnes, non. Est-ce que normalement on devrait s'étonner de cela quand on sait que l'homme est un sujet divers et ondoyant et quand on sait que également le politique peut changer à tout moment? Donc de quoi on parle alors? Dans ce temps, on parle de rien. Ça veut dire quoi? Ce qui se passe à Tchaourou est inadmissible. L'État doit s'arrêter, doit arrêter la saignée, la sortie de ministre de l'Intérieur. Franchement, c'est ouf de soulagement. Enfin l'État réapparaît. Enfin l'État réapparaît. Mais qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Si jamais ils avaient agi plus tôt, ça aurait fait le tour du monde entier. Et vous allez, comme je vous l'ai dit, il a disparu de la force. Il y a plusieurs mois au Bénin, ces pays, tout le chacun va se. Parce que, dès qu'on je l'ai dit, dès qu'on met un petit outil dans les mains du nègre, il devient malade de ça, mauvaise utilisation, mauvais usage, confusion et embrouillamini total. Très bien. Aujourd'hui, c'est vrai que les voies sont ouvertes et tout cela, mais l'enjeu, c'est le maintien de la légitimité de l'État, de la force de l'État. Le maintien de la force publique. Enfin, non, non, c'est pas la force. C'est le maintien. C'est que l'État doit s'affirmer. L'État doit rester. Si l'État disparaît, je vous l'ai dit, c'est le désordre. Ce qui nous unit, vous et moi, c'est l'État. C'est la loi. C'est les lois de la République. Ce qui nous unit, c'est parce que nous savons que nous sommes dans un système où, si on fait ça, on enfreint les tests. Si rien ne nous limite dans rien, mais on peut commencer ici par sauter sur ce podium, on commencer par danser et chanter. On peut commencer par manger ici. Est-ce qu'on peut le faire? Parce qu'il y a un code accepté par nous, par vous et moi, qui veut que vous me posiez des questions, que je vous réponde. Et que des téléspectateurs nous suivent. Et il y a des règles. Il y a des mots que je ne peux pas prononcer. Que je ne dois pas prononcer. Donc, c'est ça que nous devons comprendre et respecter. Si on en arrive à ne pas comprendre et respecter, c'est grave. Donc, on ne peut pas faire la politique de la délinquance. Mercenariat. On a déjà combattu. On ne peut pas faire venir des délinquants, des badauds, des drogués et dire que c'est le peuple. C'est pas normal. Et normalement, tout le peuple, les populations doivent se soulever contre ça. Ce qui est intéressant, et comme je dis, Tchaourou n'est pas ce qu'on donne, l'image qu'on lui donne, c'est d'autres délinquants. Ça n'est pas l'image que certains tentent de montrer, c'est pas. Parce que j'ai écouté le colonel Spiro qui disait qu'ils ont été aidés par la population, qui a salué la population par rapport à leur calme. Et qui demande d'ailleurs que le contrat ou la collaboration soit toujours maintenue. Parce qu'il a dit on a pu récupérer certains pieds sensibles au commissariat. Si les populations s'étaient mêlées à ça, ça n'aurait pu être possible. Donc, moi, je ne veux pas qu'on stigmatise Tchaourou. Je ne veux pas qu'on stigmatise Savé. Je ne veux pas qu'on stigmatise une localité. Je voudrais dire encore ceci. Vous savez, il y a une certaine confusion dans les esprits. Mais vous l'avez déjà oublié que sous le président Yahi, la lutte contre le pailleur, sous le président Yahi, on a fait chasse à l'homme dans la partie méridionale du pays où des gens ont été traqués. Il y a eu des morts. On a tiré sur des populations qui sont mortes, des vendeurs de pailleurs. On peut retrouver ça, 5-6 morts, au moins. Ça n'a donné lieu à aucune émeute. Ça n'a donné lieu à aucun blocage de route. Ça n'a donné lieu à aucune manifestation. Il y a eu des mécontentements. Mais, puisque la lutte contre le paillot était une cause noble, beaucoup on a demandé au chef d'État donc de voir, mais personne n'a applaudi. Alors, donc aujourd'hui, on a l'impression que certains déroutent et dévoient le débat. Ce n'est pas une affaire du Nord contre le Sud. Mais pour moi, j'estime qu'il faut qu'on fasse beaucoup attention. Parce qu'en utilisant la position géographique dans des luttes personnelles, on oublie d'où on vient. Ici, à Porto Novo, à Méridionou, à Bébé, à, je ne sais pas, comment ils appellent ça, vers le Nigeria là-bas, en passant par Djerabouela, en passant par tous ces endroits, même dans le centre du pays,
Les gens auraient pu dire que c'est traite à l'homme. Mais personne ne l'a dit à l'époque. On a tué des gens dans la lutte contre le paillard. Pourtant, personne n'a instruit le dossier. On n'a pas dit c'était la responsabilité. Pourtant, les gens sont morts. C'est des pères de famille. Ils ont des enfants. Ils ont des parents. Ces parents sont orphelins. Mais leur vie valent autant la vie de ceux qui... Ce que certains déplorent aujourd'hui. C'est pour dire quoi? Les choses graves se passent. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec le pays. Des choses sont passées. Au nom du patriote, au nom de l'amour du pays, au nom du respect des règles, on a soutenu. Et il y a eu la discipline. Aujourd'hui, il ne faut pas que certains pensent que c'est parce que ça s'est transposé d'une région vers une autre qu'on doit laisser faire. Non. Non. Le pays est un. Les leaders... Donc, autant oui, certains leaders ont la mémoire courte. Ils créent l'amnésie personnelle. Il y en a qui ont l'amnésie facile. Il y en a qui ont l'amnésie facile. Il faut qu'on repense, qu'on retourne à cette lutte contre le paillard. Et voir ce qui s'est passé. La lutte n'est pas au-delà. Hein. Après Chavet, il n'y avait pas de lutte. Puis, nous, quand vous sillonnez le pays, vous pouvez prendre du paillard à Chavet. Vous pouvez en prendre à Tchaourou, à Tui. Mais il y en avait lutte, pas ici. Ce que je dis est sérieux. Donc, nous avons vécu ces choses. Il ne faut pas que certains nous le racontent aujourd'hui. Il n'y a pas un problème de nord et de sud. Il y a un problème d'individus qui veulent utiliser nos régions, les appartenances, pour faire leur lutte personnelle. C'est pour ça qu'il faut que les populations les dénoncent. Il ne faut pas que les populations de Tchaourou se croient stigmatisées. Il ne faut pas qu'on les stigmatise. Je refuse. Il ne faut pas qu'on stigmatise les gens. Quel rôle les têtes couronnées de ces localités, par exemple? Justement, il y a certaines têtes couronnées qui n'ont pas le mérite de l'être. Il y a certains chefs traditionnels qui sont perdus. Parce qu'ils sont pécules, ils sont vendus. Ils n'ont pas le mérite d'être là. Un chef traditionnel, un sage, il demande toujours la paix. Est-ce qu'il il demande toujours la paix. Ils n'ont pas peur un leader, et donc il n'a qu'à se taire. Un leader moral ne met jamais le feu. Je parlais tantôt de l'église. Les voix, quand vous êtes sage, vous devez incarner votre sagesse. Vous ne pouvez pas être celui qui est là pour mettre le feu, pour alimenter. Non, vous devez incarner la sagesse. Dans ce débat, il y en a qui ont perdu leur levier de sagesse. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une affaire du nord contre le sud, parce qu'au sud ici, il y a fait un temps, dans le truc de Paillard, on a vécu ça, alors qu'il n'y avait pas de traque au Paillard au nord. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu élection. Des gens ont utilisé leur localité. On recruté des bandits, des délinquants. On a mis le feu, on a brisé, on a cassé, et rien ne s'est passé. Alors, quand la force publique veut intervenir, on dit violence aveugle, on dit beaucoup de morts, on dit non, il faut qu'on arrête. Très bien. Il faut qu'on arrête. Je pense qu'il faut que l'État s'affirme. Il faut que, aujourd'hui, les images que nous avons regardées là ne doivent plus des images qu'on doit cautionner. Ces images doivent être envoyées à Amnesty International, envoyées au président Hollande, envoyées aux Nations Unies, envoyées à la Commission africaine des droits de l'homme, envoyées au bureau du secrétaire général des Nations Unies en Afrique, envoyé au président de la CEDEAO, Buhari. Ça doit envoyer à tout ce monde-là pour leur montrer ce qui se passe au Bénin réellement. Pour demander si les CIG vont rester. En France, vous attaquez un policier, vous l'arrêtez. En France, vous ne pouvez pas attaquer un policier, on vous arrête. On ouvre une opération, on ouvre une information. On vous équipe. En tout cas, on instruit. Vous ne pouvez pas attaquer et rester. Nulle part. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas attaquer les forces et on va vous laisser. Et cette facilité aujourd'hui, d'ailleurs, d'affronter les forces de l'ordre, c'est un fait qui semble nouveau dans la sociologie. Oui, mais non, on l'a banalisé à partir du moment où on utilise les réseaux sociaux pour faire d'un mort aussi puissant que ça soit une vie et que je respecte. Mais on fait d'un mort par riposte. On monte toute une histoire autour. Mais on oublie qu'il y en a eu avant. Le gars qui souffre dans sa chair, dans sa passion, on a brûlé sa maison, on a vandalisé. Il souffre. Mais lui n'a pas de droit. Il faut qu'on équilibre les droits. Il faut qu'on défende les droits de tout le monde. Il faut qu'on soit.
Moi, j'en appelle encore à ceux qui sont prompts à dénoncer quand c'est du côté du pouvoir. Il faut qu'ils soient prompts à empêcher quand c'est de l'autre côté. À dénoncer quand c'est de l'autre côté. Très bien. Pour moi, force doit rester à la loi. Force doit rester à la loi. Et force doit rester à la loi. Très bien. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Maforican, consultant médias et communication, expert en gouvernance. Vous êtes notre consultant politique par ici, à ETélé. Merci pour ces moments d'échange. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Tout juste après nous, vous aurez le journal de la mi-journée. Restez toujours fidèles au programme de ETélé.